Je vais vous présenter le setup qu'on va mettre en place. Nous, on s'en est arrêté ici, dans ce Python script avec la version impérative. Un peu plus bas, alors vous n'avez pas encore ce setup, c'est ce qu'on va créer ensemble. J'ai eu beaucoup de soucis avec les boucles, beaucoup de crash au niveau d'Houdini, donc on ne va pas utiliser les boucles. On va créer un subnet dans lequel on va mettre en avant les paramètres qui vont nous intéresser, les attributs. Par exemple, Select Resolution, Medium ou High. On va sélectionner l'astéroïde High Resolution à plus de 9 millions de polygones ou en Medium, celui à 3 millions de polygones à peu près, c'est le High Res pour le texturing, avec la version du LOD, le nombre de polygones, la résolution de la texture. Et une fois qu'on a fait ça, à l'intérieur, on va faire un code qui va être le plus générique possible. On n'aura qu'à dupliquer pour avoir le LOD1, et quand on va passer sur le prochain subnet, alors ici je suis en LOD1, le LOD0 je le passe en LOD0, et à l'intérieur, notre code va bouger automatiquement. Donc je vais vous montrer ce qu'on va développer. On va avoir une première grande partie. Alors pas besoin de faire ce que je fais là, je vous explique, je vous montre juste le setup. On va avoir une première partie en Python qui va permettre de gérer les LOD, de gérer les FBX, de tout préparer pour justement après bec les textures. On va créer un petit code Python, donc c'est ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, où ici, alors je vais mettre en impératif, je vais vous montrer le code en impératif. On avait la version impératif ici du code avec SW, Lorez Aires, Polycount, LOD. Et ici, on va avoir une version orientée objet avec un dictionnaire. Donc on a SW, Lorez Aires, Polycount. Et on va faire une boucle ici pour itérer à travers le dictionnaire qu'on aura créé. Et juste avec un setWorkItem, en récupérant le nom de l'attribut et sa valeur, la créer automatiquement. On va réécrire ce code ligne par ligne et j'expliquerai vraiment chaque ligne qu'on va écrire. Donc même si vous n'avez jamais codé, il n'y a pas de souci, vous pourrez suivre. Ensuite, une fois qu'on a créé nos LOD, on va les exporter avec le MapsBaker, comme on avait déjà fait sur la vidéo précédente. Donc le MapsBaker, c'est celui-là. On va l'exporter avec le MapsBaker qui est à l'intérieur de ce LOD. Ici, c'est en vert, c'est normal, on ne s'en servira pas. On va recréer directement à partir du astéroïde High. On va redévelopper directement une branche, comme ça on refait tout pas à pas. Et dans le LOD, c'est ce MapsBaker qui va être exécuté pour exporter les maps. Et c'est à ce niveau-là où j'ai eu des soucis dans la boucle. Alors, je n'ai pas réellement cherché pourquoi, si c'était un bug ou si c'était une case à cocher que j'avais oublié de cocher. Mais en grosso modo, il y avait des crashs 9 fois sur 10. Une fois que nos maps sont exportés, donc on a cette partie, mais qu'on ne va pas faire dans cette formation-là, mais qu'on fera dans la prochaine formation sur la station de minage, qui va consister à packer les textures. En compositing directement, on va récupérer chacune de nos textures et en fait, on va les packer. Comme j'expliquais dans une vidéo précédente, on va avoir la roughness ou l'ambient occlusion qu'on peut packer dans chacun des canaux, R, G ou B, parce que justement, c'est juste du noir et blanc. Mais ça, on le fera dans la prochaine formation. Pour les astéroïdes, on n'en a pas vraiment besoin, et après, j'ai conscience que ça va faire peut-être beaucoup pour une prise en main. Et après cette partie tech, on va attaquer vraiment la cinématique et s'éclater un peu plus sur les VFX et le layout. Donc, on prépare nos LOD, et ensuite, on va créer les shaders. Alors les shaders, c'est ce script Python. Quand on va l'exécuter, alors il n'est pas définitif, on va le refaire ensemble de A à Z, mais que lorsqu'on va exécuter ce script Python, on va créer les shaders directement ici. On changera d'endroit par la suite. Ici, on va avoir Material Network. On va créer automatiquement en Python les shaders qui seront nommés correctement avec la version de l'astéroïde et son LOD, si c'est le LOD 0, LOD 1, ainsi de suite. Et on va aussi, en Python, automatiquement venir set les bonnes textures qui seront exportées, les textures qu'on aura exportées juste avant avec le MapsBaker ici. De cette manière, lorsqu'on va aller ensuite dans Unreal et qu'on va importer les FBX, on va lui dire d'importer automatiquement toutes les textures. Donc il y aura 4 LOD par variation. Voilà, je vais avoir pour la version 0, je vais avoir le LOD 0, le LOD 1, le LOD 2, le LOD 3. Et pareil pour la version 1, je vais avoir le LOD 0, le LOD 1, le LOD 2, le LOD 3. Donc pour chaque version, on va avoir 4 astéroïdes. Ce qui veut dire que pour chaque astéroïde, on va avoir 3 textures. Et au final, ça va nous faire vraiment beaucoup de textures, et c'est clair qu'on ne va pas les relier tout à la main dans Unreal. Donc il y a Python pour ça. Ensuite, quand on va exporter, on va utiliser notre dossier for.ue. On va créer un dossier astéroïde, tout ça en Python. Le fait de créer des dossiers V0 et de mettre les textures dedans, et pareil, créer un dossier V1 de mettre les textures dedans,
c'est pas nécessairement utile ici, parce qu'en fait, lorsqu'on va importer dans Unreal automatiquement les textures, ça va être le bazar. Il va tout importer au même endroit. Ensuite, on fera un tri, on les reclassera rapidement par rapport à leur version dans les dossiers, dans Unreal. On peut le faire automatiquement dans Unreal en Python, mais je pense que je ferai ce petit outil, je vous montrerai ce petit outil dans la prochaine tuto, dans la prochaine petite formation sur la station de minage. Et pour terminer, on y est presque. Donc c'est la dernière étape avant de passer sur le layout et la cinématique. Et une fois qu'on a tout ça, on va commencer à s'amuser un peu plus côté art et aussi FX. Alors on va introduire des petits FX pour initialiser justement l'approche au niveau des rigid body, de la destruction. On va faire une collision entre deux astéroïdes en premier plan, voir comment on va gérer un petit peu la dust, tout ce qui est poussière, petits débris dans Unreal, parce que là du coup on ne sera pas dans Houdini. Donc on les exportera dans le bon format. Et ensuite, ce sera la fin de cette prise en main concernant le tuto sur l'astéroïde. Je vais rabaisser ça. Donc là, on peut faire ce que je fais. Donc ce setup, pour l'instant, on l'ignore. C'est ce qu'on va faire ensemble. Ça, on peut le décaler. Celui-là, vous l'avez pas non plus normalement. C'est des essais justement où ça plante au niveau des boucles. Ça m'a rendu un peu dingo. Sur la 19.5, ça fonctionnait. Donc c'est pour ça que j'essaierai de voir un peu plus tard. La première chose qu'on va faire au niveau des scatter proxy, c'est d'ajouter ce rob fetch. Alors c'est un rob fetch que j'avais oublié de mettre. C'est celui qui concerne l'astéroïde texturing en medium résolution. Ça va être celui-là. On va aller dans scatter proxy. On va aller dans scatter proxy. Tout à gauche dans for texturing proxy, c'est celui-là. C'est ce file cache qu'on va récupérer. Alors ici, je prends juste ce rob fetch et je le duplique tout simplement. Je le duplique. Alors celui-là, je vais le supprimer. Et dans les propriétés, ici, on fait juste drag and drop celui-là, ce file cache. C'est juste qu'il y a à faire. Normalement, on est déjà set sur all upstream items are cooked. Ouais, c'est juste la partie qui manquait. Donc, on va commencer par le Python. Alors, le viewport, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais me positionner ici. Comme ça, je vais montrer en même temps sur la fenêtre de gauche. On va afficher les propriétés du subnet ici. Alors, c'est en vert, c'est normal, il n'y a pas encore, c'est parce que j'ai mis leur base polycount. Pour l'instant, pas besoin de le faire. On va se recréer un setup juste à côté ici. On va se recréer un setup ici. Nous, au niveau de nos PDG, on va intégrer tout ça. Alors, on va partir au niveau du scatter proxy. Au niveau du scatter proxy, quand les PDG vont arriver à ce niveau-là, nous, sur la gauche, on va être à ce niveau-là, en sortie de proxy. Enfin, on va être réellement à ce niveau-là, au niveau du switch. Et cette partie-là n'est pas mise en cache. Elle est calculée directement en live. Donc ici, je vais tirer un lien. Je vais créer un subnet. Je vais tabulation subnet. Je vais le nommer LOD0. J'appuie sur P pour afficher les propriétés. Ici, on peut faire soit clic droit, Parameters and Channels, Edit Parameter Interface, soit cliquer sur la roue crantée et Edit Parameter Interface. Et c'est ici qu'on va set nos attributs, la valeur de nos attributs, et ensuite on reprendra la valeur de nos attributs ici, comme par exemple un number to keep, on va créer nos attributs global en PDG, on récupérera ici cet attribut en mettant un arrobas polycount par exemple pour récupérer le nombre de polycount. C'est ce qu'on va créer en premier, on va partir du haut et on va descendre. Donc le polycount ça va être un integer, donc je drag and drop un integer, je vais le nommer polycount, tout en minuscule, et le label polycount avec un P majuscule. Dans le range, on va activer le range. En minimum, on va mettre 10 polygones. Et au maximum, on va mettre 100 000. C'est à peu près ce qu'on avait mis pour la LOD0 de mémoire, c'est 100 000 qu'on avait mis. On active le cadenas. En activant le cadenas, on ne pourra pas descendre en dessous de 10 dans l'interface. Par contre, le 100 000, je n'active pas le cadenas, on pourra dépasser les 100 000. Si je fais apply, ici, je ne peux pas aller en dessous de 10. Si je fais moins 5, par exemple, il me remet à 10 automatiquement. Et quand on va aller sur la droite, on va être au maximum à 100 000. Mais on peut aller à 200 000. Alors on va le mettre à 100 000, puisque du coup par défaut c'est le LOD0. Deuxième paramètre,
texture name. Alors on va récupérer ce texture name qui va être très important. Le texture name, c'est ce qu'il va avoir ici. Donc on va avoir le premier dossier astéroïde qui aura ce texture name. Ici. Ensuite, au niveau du dossier mesh, on va avoir mesh LOD. Alors du coup, il s'appelle mesh, c'est moi qui ai fait une erreur dans le dev, mais on va la changer, il s'appellera astéroïde et pas mesh. Et pareil pour les textures, bon pour les textures, il est bien nommé, il s'appellera astéroïde qui prendra le nom du texture name. Ensuite, texture name, c'est un string, donc une chaîne de caractères. Je vais le nommer texture name, texture underscore name, et texture name en label. Ensuite, LOD version, c'est un integer, donc un nombre entier. On va prendre un integer. Je le nomme LOD. LOD en label. La résolution. Ensuite, on est sur la résolution. On va récupérer la résolution. Donc la résolution, pareil, ce sont... Alors c'est un vecteur 2, c'est X et Y. Nous, en fait, on va utiliser du square, c'est-à-dire qu'on va être, par exemple, en 1024 x 1024. On va utiliser un menu, tout simplement. Comme ça, on n'aura pas à rentrer une valeur à la main. Donc pour le menu, je vais récupérer ordered menu qui est ici. Je drag and drop. Je vais le nommer map résolution. Map underscore résolution. Et map résolution. Je fais apply. Ici, j'ai aucun item, c'est normal. On va aller dans menu. Et dans le menu, on va créer les items. Alors ici, on a les tokens et le label. Le label, c'est ce qui va s'afficher ici. Alors je vais marquer par exemple 0. Ah, je fais apply. Le label, c'est ce qui a marqué ici. Mais quand je vais sélectionner ce menu, je vais avoir 0 en retour de valeur. Ce qui veut dire que je n'aurai pas AAA. Alors nous, ce qui nous intéresse au niveau des textures, c'est les résolutions. La résolution du LOD 0, c'est du 2048. Et ici, je vais marquer pareil 2048. Mais il faut bien distinguer le label qui va être ce qui est affiché ici et la valeur qu'on va avoir en retour dans Houdini. Et ici, il faut cocher Use Token as Value. Donc du coup, on aura vraiment cette valeur 2048 quand on sélectionnera le 2048. Après, on fera des prints en Python pour tester ne serait-ce que notre interface, voir si elle fonctionne bien. Donc on a 2048. Alors oui, si on sélectionne et qu'on modifie ici, on va modifier le token 2048. Donc je sélectionne la ligne en dessous. Ensuite, on va être sur 1024. 512. Je fais tabulation, pas besoin de faire entrer, en faisant tabulation, ça le valide. Et 128. Ouais, 256. On va même se faire plaisir, on va mettre 128. Et quand on fait Apply, là on a toutes nos résolutions. Parce que dans tous les cas, c'est du carré, c'est du square. Et ici, on fera pareil, alors pas dans celui-là, mais on le fera après. Ici, on va avoir en fait map résolution qui va être l'attribut PDG global. Et ici, on va simplement copier le channel, copier paramètre et pass relative reference. On aura toujours la même valeur que ce soit en résolution X ou en résolution Y. J'ai pas fait attention, je vous mets les bonnes valeurs à rentrer dans le menu pour la map résolution à gauche et les valeurs qui doivent s'afficher sur la droite quand on déroule le menu. Ensuite, la couleur, tout ça, on ne change pas. Donc ça, on ne touche pas. Au niveau des maps, on sélectionnera directement les maps dans le map Baker, le nouveau map Baker qu'on va mettre en place. Donc pas besoin de reporter ces valeurs-là. Pareil pour les clean attributes. On verra ensuite, on fera directement un set sur les clean attributes ici. On mettra une valeur générique et on ajoutera par contre le shop material pass. Le shop material pass, c'est ce qui va nous permettre de relier notre géométrie à notre shader qu'on aura mis en place automatiquement avec Python pour ensuite importer dans UE automatiquement toutes les textures. C'est la chaîne, je vais prendre le temps de bien expliquer dans le cadre de la prise en main d'Houdini. J'aime bien dire dans le cadre de la prise en main d'Houdini. Bon, c'est assez parlé. Alors, maintenant, il va nous manquer notre sélection d'astéroïdes source, en fait, le high-res à 9 millions de polygones ou le high-res pour le texturing. C'est-à-dire au niveau du switch ici, le res high-res, c'est le 0 ou le 1. Donc on a déjà créé cette variable. Et ici, je vais avoir voilà, le high à 9 millions de polys, et ici, tout à droite, l'astéroïde for texturing qui a 3 millions de mémoire de polygones. Alors pareil, alors pour celui-ci, on va mettre aussi un menu déroulant, comme map résolution. On va prendre un ordre de menu. Alors je vais le mettre en tout premier. C'est le premier paramètre qu'on va set.
C'est en fait la sélection qu'on va avoir. Soit on récupère le iPoly, soit on récupère l'autre. Alors j'ai déjà créé cette variable, je vais la récupérer. Je fais exprès de garder le même nom de variable ici dans l'interface et les variables aussi globales au niveau des PDG. C'est pour après le dictionnaire, quand on fera une boucle, ce sera plus simple pour récupérer que les noms matchent, que les noms correspondent. Là, je vais le nommer Select Résolution. Je vais faire Apply. Pour l'instant, il n'y a pas d'item. Dans le menu, ici. Alors là, ça va être soit 0, soit 1, puisqu'on est sur le switch iRes Low-Res. Le switch, c'est soit 0, soit 1. Donc, pas besoin de mettre useToken as value. On va mettre 0, parce qu'il va renvoyer 0 ses premiers items. On va le nommer iRes. On va le nommer I. Et le premier, alors qui est le deuxième, on met un 1 en token, on va le nommer Medium. Apply. Et ici, on va avoir Select Resolution, I Medium, le Pooling Count, le nom de la texture. Alors, le nom de la texture, on va mettre par défaut astéroïde, parce que normalement, elle ne changera pas pour l'instant dans ce projet, il n'y a que les astéroïdes. Donc, je vais dans Texture Name, dans Channels, la valeur par défaut est vide. Quand on va dans Channels, ici, ça va être la valeur qu'il va mettre par défaut. On va marquer astéroïde. Et normalement, si on modifie et qu'on fait clic droit, là, du coup, il est passé en blanc gras, c'est que ce n'est pas la valeur par défaut. Si on fait clic droit, Revert to Default, il devrait revenir sur astéroïde, mais ça, c'est un petit bug d'interface. Normalement, il est censé revenir sur le channel ici, sur astéroïde. Je remarque astéroïde. Et là, en fait, il va s'enlever du gras. Il va y repasser en écriture standard, ça veut dire que c'est la valeur par défaut. Pareil pour le LOD. LOD1, là, le 1 est en gras. Si je passe à 0, il se remet à 0. Est-ce qu'il fonctionne? Revert to défaut. Non, il ne fonctionne pas non plus. OK. Maintenant, on va créer notre script Python dans le LOD0. Alors, je vais dans le LOD0. Là, je peux faire accept. Ça, je vais le bouger un petit peu. Je fais tabulation Python script. Je vais le nommer LOD. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir récupérer les paramètres d'interface du LOD0. Alors, je fais clic droit sur le LOD0. Parameters and Channels Parameters. Je vais le laisser ici. En laissant le curseur sur le menu, on a le nom paramètre, le nom qu'on va devoir récupérer dans Python. Donc SW Low-Res _ iRes. Pour ça, pour pouvoir récupérer ces paramètres d'interface, il faut que j'utilise la bibliothèque Houdini. Donc il faut que je fasse import ou, qui va être la bibliothèque qui va permettre d'interagir avec les attributs, avec les paramètres. On va commencer par récupérer d'abord le nom de la texture, voir si elle s'affiche correctement. Alors je vais nommer cette variable texture _ name égale. Et là je vais taper ou, donc c'est ma bibliothèque import ou qui est ici. Je mets un point, et ceci est un parm. Alors Houdini appelle parm. J'ouvre une parenthèse, guillemets, et là je remonte de un niveau, c'est-à-dire qu'ici je vais remonter au niveau du LOD0, et je vais marquer le nom texture name, le nom du paramètre. Donc paramètre texture _ name. Texture _ name. Et si je fais un print, je ne vais pas récupérer astéroïde la valeur, mais je vais récupérer un lien vers l'objet. Je vais avoir une référence vers cet objet. Donc si je fais print texture name, je vais ouvrir mon shell. Alors c'est que mon shell est ici. Le Python shell. Alors pareil, si vous n'avez pas le Python shell d'afficher sur le plus ici, new pan type Python shell. Je vais sauter une ligne. Et ici, si je fais print, donc là je fais Shift V sur le Python script pour qu'il exécute. Voilà, il m'a envoyé ici un lien vers l'objet. J'ai une référence vers l'objet, ici astéroïde. Et si je veux la valeur, du coup je fais .eval avec des parenthèses. Et maintenant il va stocker la valeur astéroïde, il devrait m'imprimer, il devrait me print astéroïde. Si je fais Shift V sur LOD, voilà. Astéroïde, alors il imprime deux fois parce qu'on a deux work items. Ici, on va avoir deux versions.
la 0 et la 1. Donc c'est pour ça qu'il m'imprime à chaque fois, il me fait un print sur 2 astéroïdes, il me fait 2 prints. Maintenant, une autre méthode, on peut récupérer directement, je vais prendre le polycount et je drag and drop ici. Et là, en fait, il me met directement où .parm, donc c'est le nom du paramètre, et il me fait par contre un chemin en absolu, pas en relatif. Donc on peut aller directement jusqu'à la fin, polycount 2, je fais 2.2. Et là, je mets eval, .eval. Je vais le nommer polycount en variable locale. J'affecte la valeur du polycount dans ma variable locale polycount. C'est pratique d'avoir regardé le maintenant. Par contre, il a marqué polycount 2. On va vérifier pourquoi, on va le changer en polycount. Donc là, si je fais Shift V, alors je copie, je colle. Si je fais Shift V pour print le polycount, il m'imprime bien 100 000, 100 000. Alors ici, j'ai polycount 2. Il faut faire attention en Python, si on modifie le nom de l'attribut polycount, là c'est polycount 2, en Python ce ne sera pas modifié, il ne fait pas le lien. Par contre, si on fait clic droit, copy parameters et on fait pass relative references, si jamais on modifie le nom, vu que c'est au niveau de l'interface, Houdini va changer automatiquement le nom du paramètre. Donc ça, il n'y a pas de souci, il fait le lien. Donc ici sur le LOD0, je fais clic droit, parameters and channels, edit parameter interface. Donc je vais voir polycount 2. Ici, je vais enlever le 2. Je vais faire apply. Ah, mais même ça veut dire qu'il y a déjà un polycount. Parce qu'il y a un polycount 2. Or là, je n'ai pas de polycount. LOD, LOD. Et on voit ici, entre parenthèses, SW résolution, on voit ici le nom de l'attribut. Et on voit que je n'ai pas de polycount. Alors, est-ce qu'il y a des invisibles? Ah, voilà, il y a un polycount qui est déjà invisible. En fait, c'est moi qui ai dû faire une mauvaise manip sans m'en rendre compte. Oui, c'est le premier que j'avais fait qui était OK. Donc, c'est moi qui ai fait une mauvaise manip. Donc, ce polycount qui est invisible, je le supprime. Donc, show invisible parameters, je peux le décocher. Et le polycount, celui-là. Et je fais apply. Donc là, polycount 10, je fais apply. Je fais accept. On va le repasser à 100 000. Et ici, il va me faire une erreur. Si je fais Shift V, il va me créer une erreur. Voilà, il va me dire, on va debug l'erreur. LOD0 load script, là, donc on est sur la ligne numéro 13. Not type as no attribute eval. Donc on est sur la ligne numéro 13. Ligne numéro 13, c'est celle-ci. Et polycount, en effet, du coup, je rentre le mauvais nom. Donc cet objet n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'il me dit que cet objet n'a pas de méthode eval. Donc maintenant, j'ai marqué polycount correctement. Save and continue. Et là, il m'a bien imprimé. Alors, je vais passer, là, je suis à 100 000. Je vais mettre un nombre au hasard, voir s'il m'imprime différemment. S'il prime différemment, parfait. 28 774, 28 774. Ça fonctionne. Donc, la première étape, on va créer ces variables locales. Ces variables qui seront propres à ce script Python. Donc, on a fait texture name. Alors, je ne l'ai pas fait dans l'ordre, c'est pas bien. On va commencer par le select resolution. Alors, moi, je ne me prends pas la tête. Je drag and drop. Ici, je vais nommer du coup le même nom qu'on a mis SW Lorez Airez. C'est le nom qu'on a mis ici. Alors, ça, je vais décaler. Je manque un peu de place. C'est le nom du switch ici. SW Lorez Airez. C'est cette variable globale en PGG qu'on utilisera. Donc, je le colle ici. Je fais égal. Et je vais changer le chemin absolu. Je vais le changer en relatif. Alors, ici, j'ai juste une guillemets. Ici, j'ai un double guillemets. Les deux sont tolérés. L'habitude de coder en C#, j'utilise généralement des doubles guillemets. Et si c'est un seul caractère, j'utilise des guillemets. Si par exemple on a juste un A, généralement, j'écris comme ça, c'est une vieille habitude de C#. Je vais mettre des doubles guillemets pour rester homogène dans le code. Et ensuite, on ajoute .eval. Sinon, on va avoir la référence à l'objet lui-même et non pas à la valeur qui nous intéresse. Donc maintenant, on a SW Lorez Airez, c'est ce menu ici. Le polycount, alors le polycount, on va le monter de 1. Alors, je le coupe et je le colle. Ensuite, on a le texture name qui est ici. La version du LOD. Alors, on va mettre la version du LOD. Je vais nommer LOD égale. Et pareil.
Et enfin, la map résolution. Je vais nommer map underscore résolution. Je transforme, je change les guillemets et je transforme le chemin relatif à la place du chemin absolu par défaut et point eval. Pareil, sur le LOD, j'ai oublié de marquer le point eval. Donc maintenant, on a accès à nos paramètres. Et lorsqu'on va changer les paramètres de l'interface, on va avoir directement leurs valeurs en Python qui vont changer. C'est parti maintenant pour le développement orienté objet. Alors, on va créer une classe. On va taper classe, espace, et on va la nommer LOD Manager. On utilise le upper camel case, L majuscule et M majuscule. Des parenthèses, 2 points. Alors la classe, à ce moment-là, on est en train de la déclarer. Et après, on va l'instancier en mémoire pour pouvoir l'utiliser. Donc lorsqu'on crée une classe, on va créer une méthode qui s'appelle le constructeur, qui est une méthode spécifique, qui va être appelée à chaque fois qu'on va instancier la classe, qu'on va vouloir l'utiliser. Donc pour recréer cette méthode, on va taper def underscore underscore init underscore underscore, j'ouvre une parenthèse et je tape self. Je mets 2 points. Et ici, on a notre constructeur, notre méthode, qui va être appelée à chaque fois qu'on va vouloir instancier cette classe. Ici, on va mettre un print. Je vais taper print init pour tester si ça fonctionne bien. Bon, ça va bien fonctionner. Et pour instancier la classe, il ne faut pas que je fasse une indentation, sinon là, je suis dans la classe. Il faut bien que je me colle tout à gauche. Ici, je vais taper LOD underscore manager égal, et je vais taper le nom de ma classe. LOD manager. Donc là, à ce moment-là, j'ai instancié ma classe LOD manager. Elle est en mémoire et je peux l'utiliser. Et si je fais Shift V, je vais avoir le print init. Je saute quelques lignes. Là, je fais Shift. Alors, je vais enlever aussi, je vais mettre en commentaire le polycount, le print du polycount. Shift V. Et là, j'ai bien init, toujours pour les deux work items, parce que du coup, j'ai deux versions. Version 0, version 1. Attention, les versions ne sont pas les LOD. On va avoir la version 0 avec tous les LOD, et la version 1 avec tous les LOD. Donc ici, cette méthode est appelée automatiquement, donc le constructeur est appelé automatiquement lorsque j'instancie la classe. Maintenant, on va définir une autre méthode que l'on va appeler depuis l'extérieur. Alors je tape def, test, je mets self entre parenthèses, je vais expliquer après pourquoi, le mot self. Je mets 2 points, et pareil, je fais print, et je vais marquer méthode. Donc si je fais Shift V, je vais toujours avoir que 2 init, parce que cette méthode, elle n'est jamais appelée. Et pour appeler cette méthode depuis l'extérieur de la classe, je fais LOD Manager, parce que maintenant, LOD Manager a une référence vers ma classe, ma classe est instanciée. Je mets un point, et je tape test. Entre parenthèses. Ici, le mot-clé self, il n'y a pas besoin de mettre de paramètres. On laisse comme ça, je fais Shift V. Ici, je vais avoir init, méthode, init et méthode pour mes deux work items. En langage orienté objet, quand on va marquer le mot-clé def, ça va être une méthode, parce qu'on est dans une classe. Si on est dans un langage qui n'est pas orienté objet, on va avoir des fonctions et des procédures. Les fonctions vont renvoyer une valeur et les procédures ne vont pas renvoyer de valeur, elles vont juste exécuter un bout de code. Donc nous ici, ça s'appelle des méthodes. Et les méthodes peuvent, oui ou non, renvoyer une valeur. Là, ici, le print ne renvoie pas de valeur, il fait juste un print. On exécute cette méthode ici, et on fait juste un print. On peut renvoyer une valeur. Ici, à la place de faire un print sur méthode, on va renvoyer directement une valeur. On va faire return méthode. C'est original. Donc, comme on a une valeur de retour ici, méthode, lorsque je vais faire lodmanager.test, je vais pouvoir mettre cette valeur de retour, donc méthode, la chaîne de caractères, je vais pouvoir la mettre dans une variable locale. Donc ici, je vais marquer juste test égale. Et donc, dans test, on va avoir la valeur méthode. Ici, je fais print test. Donc, c'est bien le seul print. Alors, print init, je vais le supprimer, je vais mettre pass pour l'instant, pour pas qu'il soit exécuté.
si je fais Shift V, je vais avoir ici méthode, méthode. Pareil. Alors, on va différencier. Je vais mettre 1, 2, 3 pour bien montrer que c'est bien. Voilà, méthode 323, 323. Donc ici, on imprime bien notre variable locale. On fait un print sur notre variable locale. Et dans notre variable locale, on a stocké la valeur de retour de notre méthode test, qui est méthode 323. Donc l'idée maintenant, l'approche du programme va être de faire une boucle pour lister tous nos paramètres ici. Et ensuite, faire un set sur les variables globales. C'est les fameuses variables des PDG avec un arrobase. Pour ça, on va utiliser un dictionnaire. Alors les dictionnaires sont des listes avec une clé et une valeur. La clé doit être unique. C'est la particularité qui fait des dictionnaires des dictionnaires. Et donc on va se servir de cet avantage pour set nos attributs des PDG et faire une boucle pour tous les listés. On va créer notre premier dictionnaire. On va le nommer work underscore item underscore attributes. Le S est très important à la fin, c'est pour indiquer que c'est soit une liste, soit un dictionnaire, qui peut y avoir plusieurs valeurs. On va ouvrir une accolade. On va mettre une accolade fermante en dessous. On va rentrer le nom de la clé, donc c'est une chaîne de caractères. On va récupérer, mais ici on a nos paramètres d'interface qu'on a stockés dans nos variables locales. Donc on va récupérer SW lorez ARES. On met 2 points et on va lui donner la valeur. Donc la valeur, ça va être SW lorez ARES. Alors je m'explique, ici la clé, qui est une chaîne de caractères, a le même nom que la variable locale qui contient la valeur de cette clé. C'est toujours une paire clé et valeur. Key value, on le verra quand on fera la boucle juste après. Ça nous permettra de récupérer facilement le nom de la clé et d'attribuer sa valeur automatiquement. Comme il y a d'autres valeurs en dessous, je mets une virgule. Alors, j'ai pas l'habitude de faire espace virgule. Je passe à la ligne, je fais tabulation et je peux me mettre en dessous. Alors, du coup, cette syntaxe est acceptée parce qu'on est dans un dictionnaire. Ensuite, je récupère le polycount. Pareil, je fais 2 points et je mets la variable locale polycount que j'ai déjà copiée. Donc, j'ai plus qu'à la coller. Et voilà, on va faire ça pour toutes les variables. Donc ici, je copie ces deux-là. Je vais les mettre là et je vais ajouter donc texture name. Texture name en valeur. LOD, LOD en nom de la clé du dictionnaire et en valeur. Et ensuite, il ne reste plus que la map résolution. Map résolution, le nom de la clé, 2 points, et la valeur, le nom de la variable locale et map résolution. Donc c'est la dernière entrée, la dernière clé valeur, je ne mets pas de virgule. Les virgules, c'est s'il y a encore une clé valeur après. Et maintenant, on va faire une boucle qui va permettre de lister tous ces paramètres. On va renommer notre méthode test, on va la renommer set underscore work underscore item underscore attributes. Ce qui est important, c'est le mot set pour dire vraiment qu'on va setter nos variables. Set underscore work underscore item underscore attributes. Et là, il va falloir qu'on passe en paramètre notre dictionnaire, c'est-à-dire notre work item attributes. Comme on a mis le signe égal, dans cette variable locale, il y a notre dictionnaire. Alors pour ça, on a deux façons. Soit on peut mettre en paramètre ici le nom du dictionnaire, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc le work item attributes. Donc c'est pas ce qu'on va faire. D'un point de vue architecture du code, nous, notre classe, pour qu'elle fonctionne, on va avoir obligatoirement besoin de cette information pour pouvoir faire un set work item attributes, donc pour pouvoir créer nos variables PDG, parce que c'est ce qu'on va faire ici, les fameuses variables globales avec l'arrobase. Pour que cette classe fonctionne, il nous faut ce dictionnaire. Donc en fait, si on met dans cette méthode le paramètre, on va pouvoir instancier la classe, donc ici le LOD manager, on va pouvoir l'instancier sans ce dictionnaire, ce qui peut mener à une erreur. Parce que si on essaye du coup de jouer cette méthode alors qu'on n'a pas notre dictionnaire, que notre dictionnaire est égal à nul, le programme va planter. Et si une personne va vouloir essayer derrière ou recoder derrière, ça peut mener à des erreurs. Donc on va essayer de sécuriser notre code. Enfin, c'est un grand mot sécuriser. On va essayer de verrouiller notre code pour éviter un maximum les erreurs. Donc, au niveau de l'init, donc au niveau du constructeur, de la méthode au niveau du constructeur, et je vais marquer work item attributes. Donc ce qui veut dire que lorsque je vais instancier ma classe, je vais devoir passer du coup ce dictionnaire. Alors work item attributes, je le mets là.
ça ne va pas marcher. Alors je supprime le printf, ça ne va pas marcher parce que mon dictionnaire est déclaré après l'instanciation de ma classe. Le script va s'exécuter de haut en bas. Donc je vais juste récupérer ça. CTRL X. Et je vais le mettre après la déclaration du dictionnaire. Donc là, mon dictionnaire est déclaré ici. Et ensuite, j'instancie ma classe. Et en paramètre, je lui passe WorkItemAttribs. Donc maintenant, dans ce WorkItemAttribs, j'ai donc ma liste de paramètres. Et on a mis le mot-clé self. Le mot-clé self, c'est pour définir des variables propres à cette classe. C'est-à-dire qu'elles seront accessibles à l'intérieur de la classe. Donc je tape self, point. Je vais marquer le même nom. Est égal à WorkItemAttribs, donc au paramètre que je passe ici. Ce qui veut dire que maintenant, partout dans mon code, ici dans cette méthode, alors partout dans mon code, non, faut mettre le mot-clé self dans la méthode. Donc étant donné que j'ai mis le mot-clé self dans la méthode, je vais accéder à cette variable locale qui est propre à la classe. Si je fais print self.WorkItemAttribs, le return, je peux le supprimer. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Soit on peut séparer le fait d'instancier la classe ici et le fait de set les variables. Pour l'instant, on n'a pas besoin de les séparer. On n'a pas de traitement spécifique à faire puisque tout est fait au niveau de l'initialisation de la classe, au niveau du constructeur. Et dans le constructeur, je vais taper self. Je vais appeler cette méthode. Comme ça, lorsque je vais instancier la classe ici, le constructeur va s'exécuter. Je vais affecter mon dictionnaire à ma variable locale, donc self, qui est propre à cette classe. Et ensuite, je vais exécuter la méthode setWorkItemAttribs qui va faire un print sur mon dictionnaire. Si je fais Shift V, alors d'abord je vais faire quelques lignes, je fais Shift V. Voilà, ça fonctionne. Ici, j'ai bien mon dictionnaire en entier, avec lorez, irez 0, pollingcount 1000, texturename, asteroid. Maintenant, on va faire une boucle qui va juste énumérer les clés et les valeurs. Donc ici, ça c'est la clé, le SW, lorez, irez, c'est la clé, la valeur c'est 0. On va tester rapidement si je fais LOD0, je vais changer, je vais faire LOD1, je vais mettre une variable ici, peu importe, voilà. Là, medium high, et là je vais passer en 512. Donc là, si je fais Shift V, alors je vais sauter quelques lignes, je fais Shift V, on va avoir des valeurs totalement différentes. Voilà, on a bien lorez, irez, le 1, polycount, on est passé à 2000, on était à 100 000, donc ça fonctionne bien. Le fait d'avoir l'interface et d'avoir les différentes variables en Python fonctionne. Maintenant, on va mettre en place la boucle. Dans le setWorkItemAttribs, dans notre méthode, on va faire for, on va marquer for, key, donc key qui va être la clé, qui va être le SW polycount qui va être la clé. Donc for key, virgule, value. Je vais marquer in, et là on va mettre le nom de notre dictionnaire. Alors on va prendre la variable locale. Et comme c'est un dictionnaire, il faut ajouter la méthode items.items. Sinon, comme tout à l'heure, on va avoir un lien vers l'objet, une référence vers l'objet directement, comme on avait ici, on va avoir l'objet directement. Alors c'est pas au point parm, ce sera un autre objet. Mais on n'aura pas la liste avec key et value. Et je mets 2 points. Le print, je l'indente, je fais tabulation. Et là, on va imprimer. On va imprimer la clé et la valeur. Pour ça, on va utiliser la méthode format, qu'on peut utiliser sur toutes les chaînes de caractères en Python. Je fais .format. Ici, on va mettre notre chaîne de caractères. Donc la clé, je vais taper key. Je mets 2 points, je mets un espace. Et là, je vais faire des accolades. Et je vais marquer 0. 0, ça va être le nom de la variable ici, donc key, qui m'intéresse, que je vais mettre dans le format. Et je mets une virgule. Et en deuxième variable, je vais mettre en deuxième position la valeur. Et donc pour avoir la valeur dans le print, ici je fais un espace. Je vais mettre 2 points. Et je vais marquer en accolade, entre accolades, je vais marquer 1. Donc le 0 ici va correspondre à cette variable, qui est la clé du dictionnaire. Et cette variable 1 va correspondre à la valeur. Et si je fais Shift V et que je ne me suis pas trompé, ça devrait fonctionner. Voilà, donc ici, on a la clé SW lorez irez 1, pollingcount, LOD, très bien, ça fonctionne. À la place du print, on va juste faire un setWorkItem pour justement créer nos attributs globaux, ici en PDG, qu'on récupérera après dans nos interfaces. Alors si je vais
je remonte de 1, je récupère notre premier script qu'on a fait en impératif. On va avoir ici les work items set int attrib. Alors je vais récupérer juste cette partie-là. On peut le marquer directement, c'était pour faire le lien avec ce qu'on avait fait en impératif. Donc nous on était ici. Et dans le script Python, donc dans la boucle, je vais coller le set work item int attrib. J'ouvre la parenthèse. Donc ici le self on ne compte pas. Et lui il nous demande un name en chaîne de caractères et une valeur en integer. Donc le nom, ben, ça va être le nom de la clé, qui est ici. Et la valeur qu'on va donner à cette clé, donc du coup ça va être la valeur qui est ici. Et je peux fermer la parenthèse. Mais il va quand même faire une erreur, parce qu'on a une chaîne de caractères ici. Quand on fait le set, le work item, on set un integer. Mais dans nos paramètres, on n'a pas que des integers, on a aussi le texture name qui est un string. Donc on va aussi sélectionner selon le type de données. C'est juste une ligne, hein, je vous rassure. C'est juste une ligne de code. Fin de, parce qu'il y a un if. Donc, le print, je vais le mettre en commentaire. Ici, si je fais Shift V pour montrer, il va me faire une erreur. Voilà, il va m'indiquer PDG owner name str value. Donc, il me dit bien que en fait, j'ai une chaîne de caractères, mais en fait, je fais un set int. Donc, ça marche pas. Ligne 21, ligne 17, ligne 41. Alors, ligne 17, ligne 21, ligne 41, ça veut dire qu'en fait, ligne 41, c'est là où on instancie la classe. Il va tout retracer. Ligne 17, c'est ici quand on appelle la méthode. Et ligne 21, c'est la fameuse ligne du coup qui génère l'erreur. Elle génère l'erreur parce qu'ici on a du texte alors que lui on lui dit tu set un int. Pour ça, on va mettre juste un if, enfin deux if du coup, pour tester le type de variable. Les différents types de variables, on va avoir donc de l'integer, un nombre entier, des floats normalement on n'en a pas, on va avoir des chaînes de caractères. Donc on va faire if isInstance. IsInstance c'est une méthode que l'on peut utiliser sur toutes les chaînes de caractères. Et isInstance va nous renvoyer ou true ou false, ou 0 ou 1. Donc ici, on va tester la valeur, si c'est un int ou pas. On va récupérer la value, donc cette value-là de notre dictionnaire. C'est la valeur, je mets une virgule, et on va marquer quel type on veut tester, si c'est un int. Et on met 2 points, c'est juste ça. Donc j'indente sous le if. Maintenant, si je fais Shift V, il n'y aura plus d'erreur, parce qu'il va sélectionner que si c'est un integer. Voilà, ici on n'a plus d'erreur. On fait pareil pour le string. Donc je duplique ces deux lignes. Et ici on va lui dire, donc string c'est str. Alors surtout, ne pas hésiter à aller consulter la documentation. Là je suis sur W3School, c'est vrai que j'en ai très peu parlé. Mais voilà, on voit ici par exemple pour le isInstance, il nous indique vraiment les types qu'on peut indiquer en Python. int, str, list. Donc ce sera juste int et str pour l'instant. Et ici pour le isInstance, donc on va être une chaîne de caractères. Dans le work item, il ne faut pas faire un set int, mais on va faire un set str. Donc je reviens jusqu'au point. Set string attrib. Voilà. Et là, on va avoir nos work items qui vont être set correctement. Ce qui veut dire que lorsque je fais Shift V, en double-cliquant sur le work item, je vais avoir ici texture name astéroïde. Donc là, on est vraiment dans les variables des PDG. On est vraiment au niveau des arrobas SW, lores, RS. Ce sont les variables globales PDG qui sont accessibles partout. Ce sont les attributs, moi je confonds attributs, variables. Donc ce sont les attributs PDG, SW, lores, RS avec l'arrobas qui sont accessibles partout. Donc ici, on a bien le astéroïde. On va avoir la version du LOD, map résolution. Le code Python n'est pas très très long, mais c'est juste à mettre en place, voilà, vraiment les bonnes boucles, la bonne syntaxe. Ici, on utilise donc la boucle, on ne va pas répéter chaque instruction comme on a fait en impératif plus haut. Et si jamais on ajoute un paramètre dans l'interface, on n'aura qu'à ici ajouter au niveau du dictionnaire la clé et la valeur. Et puis lui, ça se fera automatiquement tout seul ici. Et le fait de coder de cette façon, ça va nous permettre simplement de dupliquer notre LOD, de le mettre à côté, et ici de changer les valeurs. Et tout va fonctionner. Et comme je le montrais ici, dans le setup qu'on n'a pas encore, qu'on est en train de faire, on va pouvoir calculer tous les LOD en parallèle. C'est-à-dire tous les LOD en même temps. Pour chaque variation, on va calculer tous les LOD en même temps. Celui-là, je peux le supprimer.